Donc, notre deuxième présentateur aujourd'hui, Michael Chassé, du Centre de recherche du CHUM. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, parfait. Alors, mon nom, c'est Michael Chassé. Je suis intensiviste au CHUM, donc un médecin aux soins intensifs, mais dans mes tâches de recherche, je suis aussi épidémiologiste biostatisticien. Donc, ma formation est vraiment dans l'utilisation secondaire des données médicales pour des fins de recherche. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de vous présenter quelque chose qu'on a développé au CHUM. En fait, ce n'est pas mon programme de recherche, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de faire de la recherche avec des données en santé. Donc, c'est quelque chose que personnellement, j'ai besoin, moi, pour faire ma recherche, mais je me suis dit, tant qu'à le faire moi-même, autant le faire pour tout le monde. Donc, je vous présente une plateforme d'analyse de données médicales qui peut être utilisée selon beaucoup de règles pour des fins de recherche et d'amélioration de la qualité. Donc, on m'a demandé de présenter en français. J'ai fait les diapos en anglais, puis je vais peut-être même utiliser un peu de franglais pendant la présentation, mais n'hésitez pas à poser les questions, peu importe la langue. Donc, les objectifs pour aujourd'hui, c'est de présenter qu'est-ce que c'est Citadel, donc le Centre d'intégration et d'analyse de données médicales. Je vais vous présenter un petit peu la méthodologie que nous avons utilisée, les sources de données, les formats, puis comment on fait pour y accéder. Premièrement, je présente mon équipe. J'ai deux personnes de mon équipe qui sont présentes aujourd'hui. François Harvey, bioinformaticien, Rima Bouchakri, qui est notre nouvelle ingénieure de données. Merci tout spécial aussi à Kip Brown, qui est le responsable des opérations. Bref, on est rendu une équipe, là, on a grandi de Kip Brown et moi quasiment dans notre sous-sol il y a 1 an à maintenant une équipe de 8 personnes et on continue à embaucher. Donc, je suis très content du succès que ça a. Donc, notre stratégie, c'est dans le fond d'améliorer la recherche en santé. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? C'est premièrement en faciliter l'accès ou du moins faciliter comment on fait pour y accéder. Parce que l'accès lui-même n'est pas tout le temps facile. De rendre disponible une diversité d'informations. Donc, souvent en santé, en recherche clinique, on a souvent accès à une base de données qui va contenir 10-15 éléments. Et après ça, si on veut bonifier ces informations-là, on est souvent restreint parce qu'on a juste accès à nos 15 variables. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à tout le reste? Donc, ça amène à la quantité de données. Donc, avoir assez de données pour être capable de faire quelque chose de significatif, d'avoir des données de qualité. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des données de qualité? C'est d'aller chercher les données à la source, quand elle sort de la centrifugeuse, lorsqu'elle sort du patient, lorsqu'elle est directement sur le moniteur du patient, plutôt que des données qui ont été extraites, réextraites, remanipulées plusieurs fois. Et le tout idéalement de façon rapide. Donc, notre objectif, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de rassembler toute l'expertise sous un même toit. Donc, premièrement, l'expertise là, en manipulation de la donnée, l'expertise en analyse de la donnée, peu importe. Donc, on est en train de rassembler des chercheurs ou des experts en épidémiologie, en biostatistique, en mathématiques et de plus en plus maintenant, bien sûr, l'apprentissage machine. Parce que vous allez voir qu'avec la quantité de données qu'on a, c'est vraiment une belle plateforme pour soit tester des algorithmes, en développer ou carrément de mon côté, les appliquer au chevet du malade. Puis l'autre point qui est vraiment un objectif principal, qui est vraiment une plus-value, c'est de fournir un accès sécuritaire et rapide à l'information. Parce que c'est nos patients, faut les respecter, il y a des lois, on doit respecter les confidentialités, puis quand c'est pas organisé, puis quand il y a plusieurs sources d'accès où on ne sait pas trop comment faire, c'est là que les risques d'erreur risquent de se produire, c'est là qu'on risque justement de ne pas respecter ces lois-là. Donc, nous, on offre une plateforme qui offre le soutien aux chercheurs et à l'hôpital pour être capable de respecter tout ça. Donc, notre stratégie, en bref, on a déjà des données, on a déjà un dossier médical. Tout ce qu'on fait, c'est le rendre disponible d'une autre façon. Présentement, comme médecin, moi, je suis capable d'aller questionner des données sur n'importe quel patient, mais un patient à la fois, puis difficile de tout mettre les systèmes en relation. On regarde ça autrement. On part de où est-ce que la donnée elle est, on la met en relation, mais pour toute la population de patients qu'on a. Donc, ça centralise le management de la donnée, mais encore, comme je disais, toujours en gardant en tête les droits et le bien-être de nos malades.
Donc, c'est quoi exactement Citadel? Ben, c'est ce qu'on appelle un data lake, que j'appelle affectueusement ma dump. Donc, on prend toutes les données qu'on trouve, et souvent, je ne sais même pas trop c'est quoi. Les premières fois qu'on le voit, pour en parler à François Harvey, c'est quoi un ECG? Où on download l'info, on la met à quelque part, puis de sécuritaire, puis après ça, on l'explore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vient d'obtenir? Et comment est-ce qu'on peut la mettre en relation? Donc, les gens, quand vous venez nous voir, c'est possible que vous demandez « As-tu accès à telle chose? » Je ne suis pas sûr. Attendez, on va aller voir. Parce qu'on sait qu'on a la donnée de tel système, on ne sait pas exactement si ça contient ce que les gens nous demandent. Mais une fois qu'on l'a trouvé, là, on la réorganise, on la relie avec des identifiants, on la catalogue et on essaie de toutes les mettre en relation. Et ensuite, une fois que c'est bien ou plus ou moins bien organisé dans le lac, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des accès à ce que les gens demandent lorsqu'ils ont toutes les autorisations nécessaires. On appelle ça des schémas. Donc, les gens peuvent avoir accès, supposons, à leurs 22 variables qu'ils ont fait la demande. Mais au lieu d'aller recopier les 22 variables, on va tout simplement leur faire une vue sur les données qu'ils nous ont demandées, dans l'intervalle de temps qu'ils nous ont demandé, en fonction de oui ou non on a le consentement ou qu'est-ce qu'ils ont droit d'avoir et le niveau de sécurité qu'ils ont droit d'avoir accès. Donc, on va y revenir dans un instant. Et après ça, on peut faire à peu près ce que vous voulez, des cubes, des entrepôts, des sous-ensembles, tous les synonymes que vous pouvez nommer. On peut vraiment fournir la donnée dans le format où les gens en ont besoin. Puis après ça, ça c'est un peu la schématisation de comment on voit la structure d'analyse. Donc, on essaie de tendre vers là, où on a toutes les données sources, peu importe la forme, que ce soit des waveforms, que ce soit des ECG, des données normalisées, dénormalisées, des systèmes sources, les labos, peu importe. On se connecte, on a un engin d'intégration où on peut faire, qui va réorganiser nos données ou qui va les analyser en temps réel. On n'est pas encore rendu là, donc là, on est en train de conceptualiser, c'est-tu Spark, comment est-ce qu'on va distribuer nos trucs, etc. Mais c'est là où on s'en va. Mais où on est présentement, je reviens maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté sur tous les systèmes sources qu'on a pu trouver jusqu'à maintenant. On en rajoute de semaine en semaine. Donc, présentement, on a accès au système de tout ce qui est gestion de chirurgie, les blocs opératoires, tous les laboratoires que les patients ont eus dans les 20 dernières années. On a accès à toute l'imagerie au complet, autant les rapports que les images elles-mêmes, que tous les métadata qui sont associés, toute la pathologie, pas les lames, mais les rapports de pathologie. On a accès à des systèmes de gestion de qualité-performance de l'hôpital, accès au système de prescription de la pharmacie, donc tous les médicaments administrés aux malades, système financier, plusieurs cohortes de recherche, donc plusieurs biobanques auxquelles les patients ont déjà consenti à avoir leurs données reliées. Certaines autres bases de données sont stockées à Citadel, mais n'ont pas été reliées parce que les patients n'ont pas consenti ou ça ne fait pas partie des autorisations qu'on a. Et après ça, bon, on a un système de néphrologie, on a des systèmes de collecte de données pour le cancer, radio-oncologie, et ainsi de suite. Donc là, je ne vous nomme pas tous les systèmes parce que chaque thème a plusieurs systèmes, mais on les a intégrés pour créer quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est notre schéma structuré de ce qu'on utilise le plus comme information. Parce qu'évidemment, quand tu arrives avec quelque chose comme 125 000 variables, 8 000 tables, et ça monte à tous les jours, 6 terabits structurés, plus de 3 pétabytes en données, c'est sûr qu'on n'est pas capable de tout schématiser. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée un schéma au moins des choses les plus utilisable ou comprenable. Puis après ça, lorsqu'il nous manque de l'information dans le schéma principal, là, on va essayer de recreuser dans d'autres systèmes sources pour trouver les variables manquantes. Donc, ce que vous voyez ici, de façon centrale, vous avez le Meta Patient ID, qui est l'espèce de grosse table qui nous permet de donner tous les identifiants qu'un patient peut avoir. Parce que, croyez-le ou non, dans un hôpital, un patient change de nom, change de numéro de dossier, change de numéro de RAMQ, change de date de naissance, il y a des fautes de frappe, tu as des Joe Tremblay, Joe Tremblay, John F., tous les noms s'inversent, sans compter les personnes inconscientes qui rentrent, qu'on ne sait pas c'est qui. On les admet aux soins intensifs, on attend 4-5 jours, hop, il se réveille, on lui demande c'est qui, puis là, on le remet dans son vrai dossier, mais là, le dossier, lui, il a été dupliqué. Fait que là, puis là, je fais à peine caricaturer, mais on a des patients, c'était quoi, le 124 dossiers, à un moment donné, que tu vas identifier, c'était combien?
il y en avait qui avaient 124 dossiers uniques. Donc, c'est quand même un gros problème. Puis notre taux d'erreur est aux alentours de l'hôpital, aux alentours de 8 % de dossiers dupliqués. Donc, en recherche, quand on dit qu'on veut moins de 5 % d'erreur, vous voyez que juste en prenant l'identifiant de l'hôpital lui-même, on se retrouve en dehors des marges d'incertitude. Donc, on a fait un gros travail où on a créé une table maîtresse où on peut prendre au hasard n'importe quelle valeur de tous ces systèmes-là, la relier à la table maîtresse et connaître tous les identifiants que ce patient a dans les systèmes connus répertoriés. Okay? Et le relier aux 10 systèmes. Puis la seule manière de faire ce genre d'initiative-là, c'est en mettant tout au même endroit parce que ça vous permet de tout croiser les données dans plusieurs systèmes. Donc, c'est pas mal de ce que François a travaillé dans les 6 derniers mois, qu'on pourrait dire. Ça a été le gros de l'ouvrage, essayer de trouver un sens à tout ça et de mettre en relation un même patient dans un système à l'autre. Puis, donc là, ce que vous voyez ici, c'est juste là, des thèmes. Donc, vous avez la radiologie qui est un petit carreau, le labo qui est un autre petit carreau, la patho qui est un autre petit carreau. Puis, dans chacun, on va avoir quelques identifiants seulement qui nous permettent de retracer le patient. Puis là, si vous voulez des données plus en détail, bien là, il faut aller plus loin dans le lac. Quand je dis petabyte accessible, c'est parce que là, on a accès bien sûr à toute l'image, toutes les PDF, toutes les données normalisées, mais ces données-là, pas facile à utiliser. Je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Donc, c'est pas parce que c'est accessible que c'est utilisable immédiatement. Puis, on peut aussi relier le tout à des sources de données propriétaires. Donc, un chercheur qui a sa cohorte d'un essai clinique qu'il a besoin de bonifier avec des suivis à long terme, par exemple, peut le relier avec toutes les données cliniques. Ça, c'est possible dans le cas, par exemple, que le patient a donné accès au dossier médical pour des fins de recherche. Okay? Mais ça, c'est une extension du dossier médical. Là-dedans, il n'y a pas plus d'informations qu'on pourrait obtenir dans le dossier médical du patient. Okay? Donc, la seule chose, c'est qu'on peut le faire en masse. On peut le faire sur 1000 patients, 10 000 patients en même temps, puis les analyser. Donc, si moi, où j'ai une cohorte de 1000 patients qui ont consenti à l'accès à leur dossier médical pour des fins de recherche, bien, on peut complémenter la fameuse base de données avec les informations qu'on a ici, avec certaines règles, bien sûr. L'infrastructure qu'on a présentement, on est sur 2 hosts. Donc, 2 fois 36 cœurs, à peu près 1,5 terabits de RAM parce qu'on est paresseux dans notre management de datasets. Fait qu'au moins, on peut les envoyer en RAM assez facilement pour les analyser. On a 40 terabits de SSD pour faire nos croisements, nos analyses. Excusez-moi, je suis en train de perdre mon truc. Puis, on a 2 GPU qui servent surtout à tester certains algorithmes de calcul ou carrément même pour faire certaines analyses. Ça, c'est juste pour... ça, je pense que c'est juste... en fait, j'ai parlé d'avance du fameux PID. Ça, c'est juste une schématisation de comment est-ce qu'on peut faire pour en venir à retracer un patient dans divers systèmes. Donc, tu commences d'un ID que tu sais qui n'est pas si mauvais que ça. Mettons la RAMQ. Puis là, tu as déjà 90% de fait. Puis après ça, tu le croises avec un autre ID connu. Tu regardes les dupliqués. Puis tu rajoutes des données, des variables connues à plusieurs étapes jusqu'à temps que tu te retrouves avec une seule combinaison possible pour un patient donné. Je vais donner un exemple que ce n'est pas le même que François a fait, mais ça permet de bien illustrer la chose. Il y a une seule situation dans un hôpital où un patient peut avoir eu un scan dans le scan A à 8h22 et 22 secondes du matin. Okay? C'est impossible qu'il y ait 2 patients dans le même scan. Donc, vous êtes capable de savoir pour sûr que si vous avez l'heure du scan dans les 2 systèmes, que c'est le même patient. Okay? Ça, c'est un exemple vulgarisé, mais dans les faits, il y a des combinaisons de variables que vous allez pouvoir croiser d'un système à l'autre qui deviennent uniques puis qui peuvent vous confirmer si oui ou non c'est le même patient. Bon, ça, c'est le taux d'erreur. Donc, vous voyez, ça, c'est notre estimé de précision de notre identifiant unique là, après avoir fait tous les croisements. Donc, idéalement, historiquement, au début, on pensait qu'on avait à peu près 3,8-3,9 millions de patients uniques. On est plus dans le coin de 3,5 millions. Le reste, le 300-400 000 autres, c'est probablement des dossiers dupliqués. Ça a été beaucoup de plaisir cet été à réviser des dossiers manuellement pour être certain que notre PID était correct. Merci, François. Donc, les types de data que vous pouvez accéder, donc premièrement, toutes les images. N'importe quelle image, c'est accessible. Est-ce que maintenant, c'est rapide d'y accéder? Pas encore. On a encore beaucoup de travail à faire pour ça, mais on est capable d'y accéder. On est capable d'accéder à peu près tous les PDF de l'hôpital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hôpital, présentement, on n'est pas encore en dossier électronique normalisé. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les dossiers sont faits sur papier et sont scannés
et sont envoyés sous forme de PDF. Donc, parfois, on peut faire quelque chose avec ça. Souvent, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, mais ils sont là. Fait que si jamais quelqu'un ça tente de développer un algorithme qui lit les notes de docteur, vous allez devenir riche. On a tous les rapports professionnels, on a tous les dossiers médicaux, incluant les photos scannées, incluant les notes de rapports professionnels, mais ça inclut aussi tout ce qui est notes manuscrites, malheureusement. Tous les ECG. On a bien sûr beaucoup de bases de données transactionnelles de ce qui se passe dans un hôpital en général, donc les salles d'opération, à l'urgence, à l'étage, tout comment le patient se promène dans l'hôpital. Donc, on peut savoir en tout temps où est-ce que le patient était. Tous les laboratoires, que ce soit biochimie, microbiologie, hématologie, et tous les systèmes qu'on est capable d'accéder là, pour des besoins spécifiques tels la néphrologie ou la qualité-performance. Ce qui s'en vient bientôt, c'est en cours d'installation au CHUM, c'est premièrement se connecter sur les feeds en direct de tous les labos au fur et à mesure qu'ils sortent à la mise en live. Là. L'autre chose, c'est le Live Patient Monitoring, donc les ECG, les signes vitaux, les respirateurs, les machines d'anesthésie au bloc opératoire, les courbes de canule artérielle, les courbes de CO2, tout va être colligé en temps réel. On sait même déjà ça va rentrer en des feeds HL7 ou XML, puis là pour l'instant on va les stocker, fait qu'au moins ça va être dans le lac. Fait que si quelqu'un aussi est intéressé à analyser ce genre de données-là, au moins maintenant on va avoir les données qui vont être utilisables. Maintenant, comment qu'on fait pour accéder à tout ça? Je pense qu'une des grosses forces de ce qu'on fait, puis c'est aussi un des gros risques de ce qu'on fait, c'est la sécurité du patient, c'est la confidentialité. Donc, on est considéré, Citadel, comme étant une extension du dossier médical. Donc, moi, en tant que médecin, je fais ça pour rendre la donnée disponible pour de la qualité performance en premier lieu, d'une autre façon. Donc, on peut, au lieu d'avoir à revoir un dossier un à un, on peut l'avoir au complet. Donc, l'hôpital va l'utiliser pour de la qualité performance. Puis, en objectif secondaire, on peut rendre les données disponibles pour les fins de recherche. Donc, on a deux gouvernances. Il y a la gouvernance de l'hôpital, qui, elle faisait déjà. Elle peut accéder aux données comme elle veut pour s'assurer qu'elle fait du bon travail. Mais pour des fins de recherche, présentement, ce qui se faisait, c'est qu'on engageait du monde pour aller dans un dossier et aller chercher les données manuellement à chaque fois. Maintenant, pour la majorité des projets, ça va être possible d'automatiser l'accès, mais tout en respectant certaines règles. Les besoins minimaux, dans le fond, il faut garder des principes. Il faut respecter le patient. Donc, à toutes les fois qu'on a un doute sur est-ce que le patient voudrait, mais en théorie, il ne faut peut-être pas le faire, il faut le vérifier avant. Okay? Deuxièmement, il y a des principes éthiques quand même très bien établis de ce qu'on a droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, on guide les chercheurs là-dedans, c'est contenu dans notre cadre de gouvernance. Il y a des principes de confidentialité. Qu'est-ce qui a le droit d'être distribué, qu'est-ce qu'on ne peut pas distribuer, même si vous voulez. Il y a une loi. Il y a des lois au Québec sur la gestion de l'information qui est beaucoup plus sévère que partout ailleurs au monde. Peu importe, on n'est pas ici pour en débattre. Puis moi, j'ai décidé d'en faire mon deuil et de créer une structure qui respecte la loi du Québec puis de rendre le plus disponible possible les données dans le respect de cette loi-là. Donc, il y a certains trucs où des fois, on va être obligé de dire non. Puis c'est pas parce qu'on ne peut pas, mais c'est parce qu'on a... c'est pas parce qu'on ne peut pas technologiquement, mais c'est parce qu'on ne peut pas légalement. Puis accès minimum, ça prend un chercheur du CHUM. Le centre de recherche exige qu'il y ait quelqu'un du CHUM d'impliqué dans le oversight de tout ça. On catégorise l'accès aux données en niveau de risque. On a essayé de le garder simple, 3 niveaux. Élevé, faible, modéré, élevé. Au niveau de risque, c'est qu'on peut identifier directement un patient. On regarde l'info, on sait c'est qui. Okay? Ça, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas accès à ça en faisant des demandes, sauf si vous avez déjà accès à ça. Un exemple, un médecin qui a une clinique, qui a déjà la liste de ses patients, qui ont déjà consenti à participer au projet de ce médecin-là, il y a déjà la liste des patients avec leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Donc, si l'éthique autorise qu'ils viennent se lier à nous autres pour faire un projet de recherche, puis le directeur de services professionnels l'autorise, j'ai aucun problème à respecter ça. Ça va quand même être une base de données à risque élevé, mais c'est plus de notre ressort de la gérer parce qu'elle était déjà gérée avant même de rentrer en contact avec nous.
Ceci étant dit, si on rajoute des éléments à risque élevé, là, ça tombe sous notre juridiction parce qu'il faut que le patient ait consenti à ce qu'on rajoute des éléments à risque élevé, qui n'est pas tout le temps le cas. Risque modéré, c'est que c'est une base de données qu'on dit désidentifiée. Donc, on peut réidentifier le patient souvent soit par des combinaisons de plusieurs éléments ou avec des pathologies très rares. Donc, qui arrivent très, très peu souvent ou des combinaisons qui arrivent peu souvent qui font qu'on pourrait en théorie réidentifier le patient. Puis, il y a les risques faibles, que ça, c'est souvent des données agglomérées. Vous avez des statistiques sur 2000 patients avec des moyennes, des intervalles de confiance. Il n'y a aucun risque à distribuer ce genre d'informations-là. Puis, qu'est-ce que ça implique d'avoir, quand on identifie un accès comme étant à différents risques? C'est qu'il y a des règles différentes. Je ne vais pas passer au travers des règles, mais par exemple, quand vous avez une base de données à risque élevé, puis ou à risque modéré, qu'on rajoute quelque chose à risque élevé, la base de données ne pourra plus sortir de chez nous. Fait que si vous voulez faire les analyses, c'est deux possibilités. Soit vous avez le droit de voir la donnée, ça dépend de votre protocole, vous venez la faire chez nous, ou si vous n'avez même pas le droit de voir la donnée, c'est nous autres qui va la faire pour vous, puis vous donner les résultats. Puis ça, c'est une des nouveautés aussi. Avant, ça, c'était pas possible. Nous, on est habilités on a quelques personnes qui sont habilitées à créer les liaisons. On peut faire l'analyse puis vous donner le résultat. Mais même là, quand nous, on fait l'analyse, on ne voit pas non plus le patient. On se les auto-désidentifie aussi. OK? Pas anonymisé, mais désidentifié. Ça veut dire qu'on a quand même un identifiant unique. Le risque, puis c'est ça. Puis quand c'est le risque le plus faible, on vous envoie votre base de données puis vous faites ce que vous voulez avec. Dans le cadre de votre autorisation. Puis après ça, comment les autres genres d'autorisation qu'on a besoin d'avoir, c'est obtenir l'autorisation de réaliser un projet de recherche dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, puis autoriser d'accéder aux informations versées dans le dossier médical d'un usager du CHUM à des fins de recherche. Puis si jamais vous avez une base de données propriétaire, donc c'est un chercheur ou un cardiologue ou un clinicien qui a créé sa propre base de données, puis vous voulez y accéder aussi parce qu'elle est stockée chez nous, ça prend aussi en plus l'autorisation de ce mandataire-là. Il y a un gros organigramme. Je ne vous vais pas sur les détails, mais nous, à Citadel, on est dans le bas. Là. Fait qu'il y a plein de monde en haut qui nous surveille là, pour être sûr que ce qu'on fait, c'est correct. Donc, ça inclut des auditeurs indépendants, ça inclut le comité de direction médicale, direction de services infirmiers, technologie de l'information, le comité d'éthique. Et ainsi de suite. Puis eux, ils nous surveillent dans notre application du cadre de gouvernance. On a des logs à remettre aux 3 mois. On a des comptes à rendre sur ce qu'on a fait comme analyse ou comme travail. Concrètement, à quoi ça ressemble lorsque vous faites une demande? C'est que vous nous soumettez la demande d'accès aux données. On vient de mettre en ligne notre formulaire électronique. D'accès aux données ou d'analyse, ça dépend, qu'est-ce que vous avez besoin. On fait une première analyse de faisabilité. Premièrement, est-ce qu'on a la donnée et on a la capacité de le faire? Si on a des questions, on va vous les demander si besoin. Si on pense que c'est possible, là, on va essayer de retrouver l'information puis on va vous fournir un estimé de coût parce qu'on a quand même un coût de maintenir tout ça. On est sans but lucratif, on est le centre de recherche, mais il faut quand même faire vivre l'infrastructure. Donc, on doit avoir un certain cost recovery là-dessus. Après ça, on s'assure que vous avez tous les accès réglementaires nécessaires. Puis après ça, on commence vraiment le projet, soit par transfert de données ou carrément par traitement de la donnée localement. Puis là, on descend l'algorithme jusqu'à la fin du projet où on demande même de fermer la boucle avec un rapport final de ce que vous avez fait avec la donnée, que vous avez produit avec, et un certificat de destruction de la donnée lorsqu'on vous a donné de l'information parce que vous devez la détruire à la fin de votre projet. Puis là, il y en a qui disent « Ouais, mais le gouvernement m'a dit que je vais le garder 25 ans. » Détruisez-le, on va le garder 25 ans pour vous. Okay? Donc, quand vous avez fini, vous finissez votre analyse, vous la détruisez, puis nous, on va garder le reste. Puis c'est ça. Puis il y a plein d'autres procédures là, qu'on fournit aussi. Donc, si vous demandez des subventions, si vous voulez, c'est quoi la procédure d'accès, elle est faite, elle est publiée. C'est quoi la procédure de stockage, de désidentification, d'anonymisation. C'est comment on fait nos hash keys pour les identifiants uniques, etc. C'est tout disponible aussi si jamais vous voulez les réviser. Puis d'ailleurs, vous avez des commentaires, regardez, puis si vous avez des suggestions, on est toujours ouvert parce que notre but, c'est que ça soit le plus sécuritaire et efficace possible. Donc, les principales forces de tout ça, c'est que pas mal tout ce qui est disponible dans un hôpital le devient. Okay?
ou le deviendra bientôt, ou des fois, on ne sait pas que la source existe, mais une fois qu'on sait qu'elle existe, on essaie de l'intégrer. On a beaucoup de données pendant plusieurs années de façon longitudinale, puis c'est des données brutes, non manipulées, contrairement à ce que vous voyez souvent dans les entrepôts où il y a eu beaucoup de pertes d'informations. Là, au moins, vous avez exactement l'information comme elle était lorsqu'elle est entrée dans le système. Un seul point de contact, au lieu d'aller voir comme tous les avocats, les contrats, la technologie de l'information, les différents services, mais là, vous avez un point de contact pour commencer. On vous dit la démarche à suivre, puis si jamais il vous manque des éléments, là, on va vous guider où aller pour compléter le tout. Les principales limitations, on a quand même des lois très, très rigides. Je sais que c'est en changement, mais le problème, c'est que il y a comme malgré que le risque de réidentification est faible, la donnée, on ne peut pas la transférer très facilement. En fait, pas du tout sans consentement. Donc, si vous avez du consentement, pas de problème, mais quand il n'y a pas de consentement, c'est vraiment une gymnastique mentale à chaque fois de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec l'information ou pas. Beaucoup de données ont besoin de beaucoup de pré-manipulation avant d'être utilisables. J'ai quelques screenshots à vous montrer. Puis quelques sources de données sont juste, pour l'instant, pas vraiment possibles à utiliser. C'est sûr que maintenant, je me méfie avec le pas possible parce qu'il y a toujours un geek qui réussit à trouver une solution. Mais la majorité de ce qu'on a, et vous allez voir, c'est pas simple d'extraire l'information. Un exemple, c'est les copies scannées des notes manuscrites. Même nous autres, on regarde, puis c'est un gribouillis comme ça, c'est une ligne, puis c'est un diagnostic. Je ne peux pas croire qu'on va être capable de faire quelque chose avec ce genre de truc-là, mais malheureusement, des fois, on doit se plier à ça. L'autre chose, c'est que souvent, des fois, on se complique la vie à nous-mêmes. Là. On est obligé de travailler sur des données masquées. Dans le fond, c'est que tu n'as pas nécessairement la date, tu vas avoir une date qui va avoir un lag intégré dans la date. Fait que ça peut être difficile de savoir, de faire du quality control. Fait que ça peut être un problème pour les chercheurs. Nous, on a le droit d'avoir la date exacte. Fait que des fois, on est obligé de revenir vers la donnée source pour être capable de faire de la validation ou du moins comprendre des résultats qu'on a. On est obligé aussi de suivre les accès, de suivre qu'est-ce que les gens font, monitorer la sécurité. Fait que c'est quand même une lourdeur à rajouter, mais c'est pour ça qu'on l'a mis sous un même toit. Comme ça, c'est pas à chaque chercheur d'avoir ce fardeau-là sur le dos puis de risquer de faire des accidents. Les données sont très hétérogènes, puis souvent très, très, très spécialisées. Quelques exemples. Vous voulez savoir si le patient a été transfusé. Puis là, vous avez ça. Fait que vous savez qu'il a été transfusé du A positif en haut, que le sang était correct, vous avez un code barre en haut qui est d'une qualité ordinaire parce qu'il a été scanné. L'heure de transfusion, 3 février 2018 à 2h40. Écrit à la main dans le bas sur le top qu'il n'y a même pas de ligne, puis d'une feuille à l'autre va changer de localisation, donc ça ne peut même pas dire au système va voir là. T'sais. Fait que extraire de quoi de ça, là, c'est pas simple. C'est sûr que des fois, on a plein de solutions contournées pour trouver des solutions à ce genre de choses-là, mais souvent, la première source de données que vous avez, c'est des trucs comme ça qui demandent beaucoup d'imagination pour être capable d'en extraire de quoi de significatif. C'est possible. Un exemple, ça, c'est Kip qui a fait ça. C'est un formulaire qui avait des crochets oui-non. Fait comment tu fais pour encoder sans avoir besoin de tout ressortir les formulaires, le oui puis le non, parce que là, ton info que tu veux, oui ou non. Ben là, Kip a développé avec... c'est-tu Tesseract ou toi? C'est toi qui a fait ça ou c'est Kip? Bon, un mélange de Tesseract et un autre truc, là, c'est des algorithmes. En fond, tu entraînes ton modèle sur tes propres données, puis à un moment donné, il est capable de reconnaître efficacement si c'est un oui ou c'est un non. Donc, c'est possible de le faire, mais ça demande un peu de manipulation avant d'être capable. Ça peut demander 1 à 2 jours de travail pour trouver comment faire. Tandis que si tu as déjà la variable déjà encodée, mais ça prend quelques secondes. Puis après ça, tu as toutes sortes de problèmes là, de multiplication matricielle, que les variables sont comme il y a des mini variations. Quand tu fais tes croisements de table, tu te retrouves avec des dupliqués qui n'en finissent plus. Puis avant de comprendre pourquoi c'est arrivé, des fois c'est un peu problématique. Un exemple avec des types de transfusion, ou après ça, pour des raisons qu'on ignore, tu vas avoir des labels dans des variables encodées, hard encoded dans la database, avec des fautes comme ça. Regardez ça. Évaluation en kinésiologie, évaluation en kinésiologie. Puis là, vous avez 85 occurrences avec le kinésiologie, pas de I. Mais tu sais, c'est plate, mais c'est à toutes les fois qu'on a
nouvelle variable, on se retrouve avec des affaires de même. Fait que ça devient, à un moment donné, ça devient un peu laborieux. Fait que c'est pour ça que des fois, vous demandez, ouais, mais je mange juste la variable. Oui, mais c'est parce que la variable, elle nous sort de même. Fait qu'il faut qu'on la retravaille avant de vous la remettre. Après ça, c'est des informations masquées à gauche. J'avais un exemple de PID. Une fois qu'il est haché, vous avez un PID qui devient interminable. Fait que, ça devient dur à l'œil de faire du troubleshooting. Là, on essaie de trouver des manières d'avoir un PID encrypté, haché, reproductible, plus court, mais en soi, c'est un art en soi d'avoir la sécurité de ces systèmes-là. Fait que nous, on a la manière standard, mais après ça, optimiser ça, on a encore du travail à faire. Mais des fois, les premiers datasets que vous allez sortir, quand ils sont hashés, donc désidentifiés, mais réidentifiables, ça ressemble à ça un peu, là. Puis après ça, on a des affaires dupliquées, puis on ne sait pas trop pourquoi, là. Tu as des numéros de série, là, mettons CYD 9556638 spécimen micro 20, mais finalement, quand tu regardes le numéro 21 à 29, ben, c'est le même type de prélèvement finalement. On n'a juste jamais compris pourquoi le système l'a encodé comme ça. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les compagnies ne nous aident pas. Fait qu'on a à peu près aucune compagnie qui nous a donné les schémas de données, les index et les dictionnaires. Donc souvent, la variable s'appelle CYD 9556171, puis on ne sait pas c'est quoi. Fait que là, il faut essayer de deviner c'est quoi, puis à un moment donné, on finit par le trouver, on renomme la variable, puis on dit, ben finalement, c'était l'âge. Dans ce cas-ci, c'était pas ça, là, mais... Puis un dernier exemple, est-ce qu'on peut faire de quoi avec ça? Inquiétez-vous pas, oui, on a une vingtaine de projets déjà complétés ou en cours. Puis là, ça, c'est moi qui s'amusais avec des librairies de machine learning où je voulais juste voir si j'étais capable de faire quelque chose en mettant plein de nos systèmes sources un peu nettoyés. Fait que là, je voulais essayer de prédire la réadmission à 30 jours chez un patient qui venait d'être libéré de l'hôpital en utilisant ces données au moment qui a été libéré de l'hôpital. Puis ce qui est intéressant, c'est que présentement, quand on regarde dans la littérature, demander à un médecin qui libère le patient, il est moins bon que le hasard. Donc souvent même, il va faire de la contre-prédiction à dire si le patient est à risque de revenir ou non. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plein de systèmes sources, des diagnostics de départ, des interventions qu'ils ont eues pendant leur hospitalisation, mais au moment du départ, donc fixe. J'ai entraîné le modèle, j'ai juste pris un an de données parce qu'à l'époque, nos systèmes n'étaient pas assez puissants. J'ai entraîné juste pendant 10 heures parce que c'était juste une preuve de concept. Je n'avais pas besoin de laisser le modèle rouler au complet. Donc, c'était du gradient boosting que j'ai fait. J'avais juste 12 cœurs, 32 GB de RAM. Ça fait un dataset d'1.5 GB, 2800 variables parce qu'on a appris que le PSQL était plafonné à 2800 variables de large. Donc, on a coupé à 2800 variables. PostgreSQL. Puis ça nous donnait des résultats quand même cute. Là. On était avec des AUC, dérivation, cross-validation et tout aux alentours de 0.8, ce qui est nettement meilleur que tout ce qui est publié. Puis on a fait ça juste en lançant des données non structurées en fait dans le modèle. Donc c'est intéressant. On peut même après ça, comme côté recherche, être capable de sortir les diagnostics prédicteurs de réadmission. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas surprendre personne, mais Z86, c'est personne sans domicile fixe. Mais moi, c'est pas moi qui ai entraîné, c'est pas moi qui a mis ça a priori dans le modèle. Moi, j'ai mis tous les diagnostics au modèle. C'est lui qui choisissait. Donc, c'est quand même des choses intéressantes, mais qui vous montrent qu'on est capable de l'utiliser maintenant, la donnée. Donc, dernière slide, on veut travailler avec vous. Ça, c'est mon message pour finir. Maintenant, on a ça. C'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est de la recherche sur des vrais patients qui ont une vraie vie avec des vraies maladies, avec des lois puis des choses à respecter, côté confidentialité puis côté éthique. Ceci étant dit, vous avez des idées soit pour améliorer la science de la donnée, pour être capable d'utiliser ces données-là de façon plus efficace, optimale et valide, vous êtes toujours les bienvenus. Les gens qui ont des idées pour aider les soins, pour améliorer la qualité des soins ou améliorer le travail à l'hôpital, puis vous voulez utiliser ces données-là, vous êtes les bienvenus pour qu'on puisse explorer ça avec vous. Donc, l'évidence de à quoi ça sert, c'est que vous êtes vraiment bon côté analytique ou du moins développement de nouvelles méthodes analytiques. Puis, il y a aussi plein d'autres champs de recherche qui pourraient intéresser des gens dans la salle. La sécurité, c'est un gros problème. C'est un gros besoin, un gros problème, une grosse difficulté, puis on peut toujours s'améliorer. Comment est-ce qu'on fait pour gérer des données aussi massives que ça de façon efficace? Il y a encore énormément de recherches à faire. L'anonymisation de données médicales. Qu'est-ce qui est vraiment anonyme? Quand est-ce qu'on peut dire que le patient n'est plus désidentifié, mais qui est vraiment anonymisé? OK? C'est-tu possible?
Si oui, comment? C'est quoi les critères? C'est encore un gros champ de recherche. Puis après ça, est-ce qu'on peut penser à des nouvelles manières de partager les données de santé en gardant en tête tous les principes éthiques de loi, etc. On parle beaucoup de datasets ouverts, donc de partager les datasets sur lesquels vous développez vos algorithmes, mais dans le contexte de la santé, c'est quand même compliqué de donner un scan de la tête puis de le rendre disponible sur Internet, parce que le scan de la tête, quand tu le reconstruis, tu vois le visage. Donc, voyez-vous, c'est des problèmes qui sont propres à la santé puis qu'on doit vraiment considérer si jamais on veut se rendre à ce niveau d'ouverture-là. C'est tout. Question? Oui. Et la vie privée ne veut pas dire la confidentialité, mais vraiment signifie d'aller chercher les informations qu'on a besoin pour ce qu'on veut faire, mais en respectant la vie privée, donc en utilisant que les renseignements nécessaires pour ce qu'on a besoin. Donc ma question, c'est dans toutes vos diapos, j'ai jamais vu le mot directeur des services professionnels. Oui, il est là. En fait, j'allais le nommer, là. Alors, je vais vous montrer. Vous l'ayez mis? Et là. C'est parce que c'est compliqué, mais le DAMU, c'est notre boss, c'est en haut, là. OK? Tu as le comité directeur, puis juste en dessous, tu as la composition qui est DQE, DR, DAMU, CR, DTIT, patient partenaire. Donc, ma question, c'est est-ce que chacun des projets que les gens vont vouloir avoir va avoir l'autorisation du directeur des services professionnels? C'est le long mot que j'ai dit qu'il y avait une phrase complète. Ici, autorisation de réaliser un projet de recherche dans un établissement du réseau de santé et services sociaux. Ça, c'est l'autorisation du directeur de services professionnels. C'est le nom officiel de l'autorisation du DSP. Donc, tous les projets doivent avoir l'autorisation du DSP avant même qu'on commence à l'explorer. OK? Puis l'autorisation que nous, on a eue, c'est une autorisation du DSP et du CEO de l'hôpital de rendre les données ensemble parce que l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas parler de ça, mais la qualité-performance maintenant utilise ça aussi. Donc ça, il le faisait déjà. Donc, il y a un double mandat un peu ici. Donc, pour ça, l'hôpital a déjà le droit de regarder les données. Et pour des fins de recherche, les données, à part s'il y a une autorisation explicite par le patient, on ne peut pas utiliser de données nominales ou de données réidentifiantes ou des trucs comme ça. Par rapport à l'anonymisation, tantôt vous aviez des questions. À partir du moment où on a un lien avec une personne, même si c'est un identifiant, on ne pourra jamais parler d'anonymisation. Je sais tout ça, c'est des questions rhétoriques qui se répondent par elles-mêmes. Est-ce qu'on va être capable d'un jour d'anonymiser complètement? Non, la réponse, je la connais déjà. Okay? La raison pourquoi je pose la question, c'est qu'à un moment donné, il y a un niveau de risque. Est-ce qu'on peut réduire le risque à 0 lorsqu'on va sortir et descendre les escaliers pour se casser la hanche? Non. Par contre, on peut tenir la barre, on peut mettre du sel sur la glace, puis on peut faire que les risques deviennent tellement faibles que les bénéfices associés deviennent beaucoup plus élevé. Puis dans le cas, mettons, on va prendre un rayon X pulmonaire qu'on désidentifie complètement, qu'on regarde juste la photo dans le milieu, puis que c'est un rayon X pulmonaire qui n'a pas de malformation congénitale et tout. Les chances qu'on puisse réidentifier ce patient-là, ils sont à la 12e décimale. Là. Puis comment est-ce qu'on pourrait... En fait, là, je ne suis même pas capable de l'imaginer, mais je suis sûr qu'à un moment donné, quelqu'un pourrait trouver peut-être une malformation de la côte qui a vu un rayon X il y a 5 ans qui avait une malformation identique. Mais à un moment donné, c'est une question de gestion de risque. C'est même que notre société fonctionne. Ceci étant dit, je suis conscient, je lève la question dans un groupe de scientifiques. Je ne dis pas qu'on le fait. Présentement, on ne partage pas de données comme ça. Il reste chez nous tout simplement parce qu'on ne sait pas si on a le droit de le faire. Ceci étant dit, je pense que c'est notre devoir en tant que société d'aller l'explorer. Parce qu'on est en retard, on est loin par rapport à tout le monde, puis présentement, on se prive comme société de résultats très précieux. Juste. On pourrait parler longtemps de tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites, mais c'est correct. Je pense que l'important pour moi, c'est que les gens comprennent ici, il y a des jeunes, là, qu'il y a des lois, puis que je pense que dans le respect
passer par l'article 125 de la loi sur l'accès, puis pourrait avoir accès à ces renseignements-là parce que la loi lui permet. En fait, je pense que, si je peux me permettre, je pense que j'ai mentionné beaucoup que les lois, on les respecte. On va les respecter, puis je vous garantis qu'ils sont respectés. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas une présentation de loi aujourd'hui, la loi 125 et tout. Je pense que c'est un peu hors sujet, là. Oui, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas notion de tout ça. Dans l'intérêt du temps, on va laisser la parole peut-être à d'autres personnes qui veulent poser des questions. Julie, t'avais-tu toujours une question? Oui. Vas-y. Oui, donc en fait, moi je me demandais juste, j'avais deux questions, mais je vais commencer par celle. Donc, vu vos constatations sur l'écriture et sur le fait que ça fait partie de vos données les plus difficiles, mais aussi les plus importantes dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez mis en place ce genre de structure, il y aurait une tendance à peut-être bouger vers des diagnostics qui seraient plus informatisés? Est-ce que c'est un mouvement qui commence à prendre... C'est en cours. Le problème, c'est que il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de fournisseurs. Les appels d'offres, ils partent, ils reviennent, ils sont annulés, ils recommencent. Fait que ça fait un bon 10 ans qu'au Québec, les appels d'offres sont lancés puis sont réannulés. Ils viennent de le réannuler dernier, là, qui avait déjà sélectionné le fournisseur. Donc, c'est en cours. Je sais qu'il y a déjà des docteurs, des groupes de médecins qui se sont créés un dossier électronique, littéralement, mais présentement, c'est encore hétérogène. Dans Citadel, les médecins du CHUM qui ont un dossier électronique, c'est intégré. Et donc, vous espérez quand même... J'espère ça que ce soit tout le temps le cas. Au moins du texte libre. Au moins du texte libre tapé, au moins on peut faire quelque chose avec ça. Mais là, le problème, c'est vraiment le fameux... Monsieur derrière. J'ai une question qui est un peu la suite de ça. D'abord, je vous félicite parce que c'est vraiment un travail de fourmi. Vous allez chercher toutes les données qui ne sont pas faites pour être utilisées telles que vous voulez les utiliser. Et je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas le problème du duplicata aussi entre les institutions? C'est-à-dire que j'imagine que l'Université McGill, l'Université Laval et toutes les autres universités doivent faire la même chose. Le risque, c'est qu'on ait plein de databases qui sont indépendants. C'est vraiment une belle... Pas formatés de la même façon. C'est vraiment une belle question. En fait, le but d'un LAC, c'est justement de répondre à la majorité de ces problèmes-là. Premièrement, compte tenu qu'on ne manipule pas l'information, on la manipule au moment de l'accès. Okay? Puis on la rend homogène au moment de l'accès. Ça augmente plus de travail au moment de l'accès, mais ce qu'on se rend compte avec l'historique à créer des entrepôts, c'est que tu travailles pendant des heures ou des semaines ou des mois à homogénéiser. Finalement, la définition change 2 mois après, il faut que tu recommences. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la donnée brute disponible, puis au moment d'interrogation, là, on la retransforme. Côté initiative, il y a d'autres initiatives en cours que je n'ai pas parlé aujourd'hui, d'utiliser les mêmes stratégies au moins partout au Québec. Présentement, la stratégie, McGill est impliqué avec David Buckridge, Québec avec Sébastien Blais, l'ICM est impliqué, Claude Tardif a été rencontré avec Marie-Pierre Dumas il y a 3 semaines. Puis là, je peux tous vous nommer les sites. Sherbrooke avec Jean-François Etier et j'ai oublié les noms. Donc, on est en train de mettre tous les mêmes genres de stratégies en place. On essaie de s'éloigner de l'entreposage, genre homogénéiser tout, mais on essaie de plutôt se mettre c'est quoi notre stratégie pour que lorsqu'on a besoin de faire quelque chose, une analyse, comment on fait pour la faire partout en même temps. Ça peut être les analyses distribuées, ça peut être des schémas, ça peut être même par méta-analyse à la limite. Tout le monde connaît ces données, on les fait chez nous, puis on les méta-analyse. Après, il y a plein de stratégies possibles. Et oui, il y a une autre initiative auquel je participe en parallèle. Parce que c'est la dernière chose à faire de dupliquer ça. On va prendre 2 dernières questions. Alexandre, le monsieur derrière ensuite. Je voulais saluer l'initiative du CHUM et votre initiative du QHSC. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de projet-là sur lequel on peut faire l'intelligence artificielle. Et peut-être que ça vous donne le droit et la prérogative de demander justement au CHUM dans les prochains appels d'offres auprès des fournisseurs de donner un peu plus de transparence sur leurs API, sur leur la question que j'avais sur justement d'aller chercher beaucoup de données de ces systèmes-là, est-ce que vous devez faire du throttling de data pour ne pas congestionner les systèmes cliniques? Est-ce que C'est deux bons points. Oui, premièrement, pour les appels d'offres, oui, on est impliqué. Puis vous savez, les contrats, comment ça a été drôlement fait. Vous le savez, vraiment, ça a été drôlement fait dans le passé. Mais oui, ça fait partie de ça. Deuxième, le throttling, l'accès au système source. C'est un problème. On essaie de se contrôler. En fait, on n'avait pas de problème avant parce qu'on avait des machines virtuelles pas très bonnes et tout. Mais maintenant qu'on a des serveurs plus puissants, effectivement, on est capable de surcharger le système de production.
Ça nous est arrivé à 2 reprises. Okay? Mais les gens, à toutes les fois qu'on interroge, sont au courant qu'on va interroger. Donc, on était capable de corriger la situation très, très vite. Mais oui, c'est toujours un risque. Puis, il ne faut surtout pas impacter les soins cliniques. Donc là, on a plusieurs manières pour ne plus que ça arrive, dans le sens où maintenant, au lieu d'être actif vers des interrogations, on va plutôt aller vers une manière passive, que l'hôpital pousse l'info, plutôt que nous qui va la chercher. Au début, c'était moins possible parce que c'est sûr que les gens fallait qu'ils voient un peu comment ça allait fonctionner, puis c'était-tu possible de le faire, mais maintenant, l'hôpital est tellement convaincu que c'est faisable que là, on est en train de voir un changement de paradigme où l'hôpital même vient vers nous pour travailler avec nous puis nous aider. Merci aux gens de la technologie de l'information. Puis là, ils vont aller plus vers eux pousser l'information vers nous. Comme ça, il n'y a aucune chance qu'on puisse impacter les systèmes cliniques. Puis dans tout ce qui est en temps réel, on est passif uniquement. Okay, les filles d'HL7, on les regarde, on ne fait rien là. Fait que, puis maintenant, on a nos propres serveurs, on est complètement isolé de l'hôpital, des serveurs de l'hôpital, encore à l'intérieur de l'infrastructure, mais ce n'est pas des serveurs utilisés en clinique. Donc maintenant, les chances que ça arrive sont pas mal nulles. J'espère. Mais. Merci. Monsieur derrière. Est-ce que c'est envisageable de donner la tâche du contrôle d'accès aux données aux patients en temps réel? Merci de poser la question. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, par exemple, avec le blockchain, et puis en temps réel, parce que si le patient s'est pris on a des lois. C'est ça. Là, effectivement, en fait, c'est ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on voit même des candidatures spontanées de patients maintenant qui viennent nous voir pour dire « je veux aider ». Okay? On l'avait avant dans les biobanques et tout. Là, on est rendu qu'on l'a pour les données. Au point tel qu'on est en train de se demander si on ne va pas offrir, quand les gens viennent à l'hôpital, donner l'information qu'il faut pour qu'ils puissent partir à la maison, lire, puis dire si vous êtes volontaire, voici notre cadre de gouvernance, voici comment on gère vos données, voici les risques, les bénéfices, puis un consentement littéralement éclairé à rendre leurs données disponibles. Oui. Ben, oui, le problème avec... Oui, en fait, un peu avec le DSQ, c'est un peu le même que ça fonctionne. Présentement, si tu peux te retirer ou l'autoriser. Le problème avec le temps réel, en fait, ça se fait. Okay? Il y a des gens qu'au fur et à mesure qu'il y a des patients qui viennent en clinique, leur demandent leur consentement pour utiliser leurs données pour des fins de recherche. Le problème, c'est qu'il faut que ça soit dans un setup où tu as le temps. Parce que là, les patients peuvent se mettre ils vont poser des questions. Pas tout le monde. Il y en a peu de questions parce qu'ils sont mieux informés, mais d'autres vont vouloir poser des questions. Puis là, dans un hôpital où il faut que ça roule vite, comment tu fais pour rajouter toute cette approche-là, puis cette information-là, puis ce consentement éclairé-là et tout. Donc, ça se fait bien en clinique externe, dans certaines cliniques qui sont un peu à rythme lent, mais on donne l'exemple à l'urgence, tu ne peux pas faire ça, là. Le patient, il rentre, puis tu ne peux pas aller dire pendant que le patient il a mal au ventre, hey, veux-tu signer là pour donner tes données, là. Fait qu'il y a une certaine possibilité qui est en cours d'investigation, mais en temps réel, chez tous les patients, ça ne sera pas possible à court terme. Puis oui, puis si vous avez des idées ou d'autres choses qui se font ailleurs, on a déjà plein de monde qui nous suggère des choses qu'on veut essayer d'implémenter. D'ailleurs, le fameux screenshot que je vous ai montré, là, c'était un peu du subliminal, mais c'était notre fameux consentement systématique pour utiliser vos données pour des fins de recherche. Le fameux oui-non, là, c'est que c'est au lieu de reprogrammer le système puis de recollecter les informations, c'est est-ce que les patients nous autoriseraient à utiliser leurs données pour du biobank, pas leurs données, mais mettons leur reste de tissu humain après une chirurgie pour des fins de recherche, par exemple. Donc, de façon systématique quand le patient arrive. Merci. Je suis disponible pour des questions s'il y en a d'autres.